Vlatipa Podcast. Ensemble, déconstruisons les clichés psy. Vlatipa Podcast. Hello, bienvenue sur Vlatipa. Aujourd'hui, et comme d'habitude, vous serez accompagnés par moi, Déborah. Et par moi, Solène. Bonne écoute. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau format d'épisode. On a la chance d'accueillir des pères aidants, aidantes et des pères praticiens, praticiennes. Ce sont des personnes qui vivent avec le trouble en question et qui en parlent, qui ont décidé aussi d'informer et de former notamment les professionnels autour d'eux. Et donc pour cet épisode aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Jules et Sophie, donc deux personnes qui vont venir nous parler autour du trouble de la schizophrénie. Alors bienvenue, donc moi j'ai le plaisir de présenter Jules Brichoux. Donc Jules, tu as eu 37 ans, tu vis en famille avec ton petit-fils Robin de 4 ans, mais tu es aussi bassiste dans un groupe, la Bande d'Ebenezer à Lausanne. Et puis tu es également patient expert, donc tu participes au projet Ville et Santé Mentale de Lausanne depuis 2024. Tu interviens également dans la formation de professionnels à la Source et à la faculté de médecine. Bienvenue. Merci. Moi, j'ai le plaisir de présenter Sophie Bagnou. Donc, tu viens de terminer ta formation de père praticienne en santé mentale à la Haute École de Travail Social de Lausanne. Tu fais partie de la 3e volée. Tu es à cheval entre la France et la Suisse pour tes diverses activités. Tu as d'abord commencé par des études dans l'agriculture en France, puis tu t'es formée comme éducatrice sociale en Suisse. Et maintenant, tu es actuellement mandatée par le CHUV pour le programme TIP, qui est traitement et intervention de la psychose précoce. Et tu co-animes des cours dans différentes écoles sur la psychose, par exemple la Source à Lausanne ou les hautes écoles de Neuchâtel et de Léman. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà, peut-être que pour commencer, vous seriez d'accord de nous expliquer en fait comment est-ce que vous avez découvert la schizophrénie, votre schizophrénie, comment ça a été pour vous et quels sont vos souvenirs? Alors, je commence, j'ouvre le bal. Moi, j'aime bien parler de la schizophrénie en disant que je suis un peu tombée comme Obélix dans la marmite quand j'étais petite. Sauf que moi, c'était pas de la potion magique, mais c'était plus le trouble psychique. J'ai vécu avec une maman qui souffrait de troubles psychiques. Alors, schizophrénie, oui, à l'époque, elle était diagnostiquée cyclomaniaco-dépressive, c'était son nom. Alors déjà, c'était très impressionnant quand on le disait. Et voilà, donc pour moi, ça a été un quotidien, en fait, de vivre avec une personne différente, on va dire. Mais en même temps, c'était ma maman. Donc voilà, ça a coloré un peu ma vie. Et voilà, et pour répondre à la question plus personnellement, comment moi, j'ai découvert ma schizophrénie et comment ça s'est développé, en fait, ça a été long. Le diagnostic, il a été posé qu'en 2015, alors que j'ai vraiment eu les premiers symptômes quand j'avais 20 ans, même 19 ans, 18 et 19 ans. Et voilà, ça a été un peu un long processus. Et quand on m'a dit: «Oui, on pense que vous souffrez d'un trouble schizoaffectif», j'ai dit: «Oh, c'est un drôle de nom, ça va, trouble, ça me plaît bien». Donc ça allait mieux que juste schizophrénie, en fait. Mais je rigole un peu parce que j'aime un peu mettre de l'humour dans ce qui s'est passé, mais c'est quand même un moment où ça a été dur. La première fois qu'on m'a dit, «Je crois que vous êtes schizophrène», déjà on m'a dit: «Je crois que vous êtes schizophrène», donc est-ce qu'on en est sûr? On n'en est pas sûr. Ouais, c'était: «Vous êtes schizophrène» ou «Vous souffrez de troubles, vous êtes psychotique», donc on me réduisait à mon trouble. Et surtout, j'ai demandé: «Mais ça veut dire quoi?» Vous aurez de la peine à avoir un travail, vous aurez de la peine à mener une vie normale, de couple et tout ça. Et ouais, c'était un peu condamnant comme ça déjà. Et donc je suis retournée voir ce premier psychiatre et puis, au bout de 2 ans, parce que j'avais trouvé un travail, je menais une vie qui semblait à peu près normale et je lui dis: «Je comprends pas en fait, vous m'aviez dit que j'étais psychotique et ça veut dire quoi?» Et il a pas trop su répondre en fait. Donc voilà. Mais par contre, quand j'ai eu l'autre diagnostic de trouble schizoaffectif, là, ça m'a plus convenu, on va dire.
On a pu plus t'expliquer et mettre un contexte autour. Oui, il y a eu plus d'explications, en effet. Alors, moi, au tout début, c'était avant les premiers symptômes, c'était une adolescence heureuse. J'étais voilà, dans mon petit village à Moutier. J'allais jusqu'à l'école à Bienne et à partir de 18 ans, même pas avant 17 ans, j'ai développé un peu des problèmes. C'était pas vraiment des problèmes, mais j'étais très excité, très exubérant. Et par exemple, c'était le temps du travail de maturité. J'avais voulu faire une petite voiture avec de l'hydrogène. Et genre, c'était un peu un projet que j'aurais de toute façon pas pu réaliser moi-même. Et je voulais absolument faire ça. Puis après, c'est venu une phase un peu plus complexe où j'avais les premiers problèmes de concentration d'attention. Je regardais plus les gens dans les yeux. J'étais toujours dans le périmètre des gens qui étaient des ressources pour moi, comme ma famille. Et puis au début, on disait, mais ma famille en premier, mais Jules, t'es fainéant. Va à l'école puis arrête déjà de faire des allers-retours entre Moutier et Bienne pour aller au gymnase. S'en est suivi d'autres symptômes, par exemple, encore une fois, l'exemple de l'ambivalence de monter sur son vélo, descendre son vélo, pas savoir si on va y aller ou pas, de faire 2 pas sur la route, sur un passage piéton, puis de revenir en arrière, manger ses carottes, les recracher. Et après, les symptômes de tout d'un coup s'arrêter au milieu de la route, d'un chemin. Puis je me souviens d'avoir eu dans la tête envie de créer un poème pour une amie, une amoureuse en fait, à 18 ans, et complètement figée. Et puis en fait, ce qui a déclenché, ce qui a beaucoup aidé ma famille à consulter un psychiatre, ça a été en fait des conseils de l'entourage. Il y a eu notamment des parents de copains qui étaient d'ailleurs dans la formation infirmier. Ils ont détecté en fait ces symptômes-là. Ça voilà, lancé mes parents à faire ce première séance chez le psychiatre. Après 3 mois, le diagnostic de schizophrénie est tombé. Puis là, c'était un peu... Je savais pas trop... Enfin, moi, j'étais tellement déboussolé, tellement mal, tellement pas à l'aise dans ma peau que j'ai juste accepté ce qu'on me donnait et accepté le diagnostic, genre, même sans savoir ce que c'était vraiment la schizophrénie. C'est clair, ça a fait... Ma mère, elle s'est mise en pleurs. Ça a été un vrai traumatisme, mais je pense que déjà là, ça a été un vrai déclencheur parce qu'il y avait un mot sur les symptômes, il y avait un mot sur ce malaise. Et la famille a clairement commencé à s'épanouir et à faire un noyau autour de moi, en fait, en faisant des formations de pro-famille qui ont permis justement à mes parents de savoir comment appréhender une personne schizophrène à la maison. Donc, ce que tu dis, c'est que d'abord, ça a quand même été un peu un choc, puis après, ça a été un peu soulageant, en fait, pour toi et ta famille, parce que vous avez pu mettre en place des choses qui t'ont aidé. Tout à fait, ça a été salvateur, parce que pendant les 2 ans dans lesquels je suis resté à la maison, et par chance n'avoir jamais été en hôpital psychiatrique, grâce justement à la formation de mes parents, ça m'a permis déjà d'avoir un cadre et un environnement sain dans lequel je pouvais vivre mes décompensations. Et heureusement que j'étais pas agressif envers moi-même ou les autres, donc aucune raison de partir à l'hôpital psychiatrique. Et en fait, ça a appris plein de choses. À cette époque, j'étais vraiment en décompensation. J'ai appris la psychoéducation plus tard, mais pour mes parents, d'apprendre à pas dire à Jules, dans ta chambre, t'as fait le rangement, mais dire ramasse tes chaussettes, ferme ton ordi, ferme les volets. Donc, donner toute la séquence qu'il faut faire à l'action pour qu'elle soit faite, ça a beaucoup aidé. De ne pas dire de mais, parce que Jules, c'est bien, tu as fait de la vaisselle, mais tu as oublié de ranger ce verre. Moi, je me concentre sur l'après-mai, donc j'ai oublié d'entrer ce verre, de ranger ce verre. Donc, du coup, c'est encore une fois déjà je broyais du noir plus des pensées négatives, et puis voilà, des petits tips qui t'aident pour la suite, parce que, ouais. Et pour toi, comment ça a été pour ton entourage? Comment on réagit ton entourage?
Moi, la première décompensation psychotique, je devais avoir 19 ans. J'ai été mutique en fait pendant 1 mois. Et en fait, dans ma tête, ça allait à 1000 à l'heure. Et en fait, mon entourage était assez démuni. Je me souviens que ma mère, je me nourrissais plus, je dormais plus. Je restais figée, un peu presque comme une catatonie, enfin presque comme ça, mais pas tout à fait quand même. Mais par contre, dans la tête, il y avait plein de pensées, plein de recoupements, plein de choses. Et mon entourage, ils ont fait un peu comme ils ont pu. Ils avaient déjà de la peine à prendre soin d'eux. Donc, mon père et ma mère, heureusement qu'il y avait ma sœur, en fait, qui m'a un peu sortie de là, en fait. Moi, j'étais la dernière de la fratrie. Et du coup, mon frère était déjà parti. Donc, ma sœur, elle revenait à la maison le week-end. Et en fait, ouais, c'était un moment où... Je dois dire, c'était un moment assez terrible. Parce que, bon, au bout d'un moment, ils ont quand même dit, il faut qu'elle aille voir un médecin. Donc moi, je me suis dit, ah, ça va aller mieux. Si je vais voir un médecin, il va trouver quelque chose. Et c'est le fameux médecin qui m'a dit que j'étais schizophrène, enfin psychotique, et que je m'en sortirais pas, quoi. Donc heureusement que j'avais beaucoup de force, je crois, intérieure. Et puis que j'aimais pas trop les médecins, je crois, heureusement, parce que sinon, je me suis dit, ben voilà, mais ça, en fait, ça a beaucoup retardé mes soins, en fait, l'activité des soins. Ça répond pas vraiment à la question de l'entourage, comment ils ont réagi. Ils ont réagi un peu comme ils ont pu. Et puis, j'ai aussi dû me débrouiller un peu par moi-même. Et du coup, je me suis un peu complètement... je suis un peu passée dans l'extrême. Je me suis beaucoup agitée après. Pour me sortir moi-même, je me suis concentrée sur mes études, dans l'hyperactivité. Et aussi, j'ai beaucoup compensé avec les troubles du comportement alimentaire, donc par l'alimentation qui me calmait, en fait, qui était un peu une sorte de médicament. À l'époque, j'avais un peu des médicaments, mais je ne les ai pas pris très longtemps. Et puis voilà. Et du coup, si on vous a avec nous aujourd'hui, c'est aussi pour parler des clichés et des stigmatisations que vous avez pu vivre, des choses comme ça, des idées fausses autour du trouble, puis que vous avez peut-être entendu autour de vous ou pour vous-même. Qu'est-ce qu'il y a un cliché qui vous a le plus énervé, embêté ou... Ben, étonnamment, j'ai pas vraiment ressenti de stigmatisation autour de moi, car j'ai eu la chance de toujours avoir eu un entourage sain et constructif et là pour moi. Que ce soit la famille, le monde thérapeutique avec les infirmiers, les éducateurs ou les médecins, les psychiatres. Mais si je dois avoir vraiment avoir un stigmate finalement sur ma maladie, c'est t'es schizophrène, ouais, ok. Ah, mais là, t'as un enfant, t'as un appartement, t'as le permis de conduire, tu sais jouer de la basse, tu peux partir en vacances. Mais en fait, tu vas bien. Mais en fait, pourquoi? Enfin, schizophrénie, 1% de la population est schizophrène. Pourquoi tu vas bien? Non, enfin, dans cette situation-là, c'était un peu pas normal, quoi. Donc on remettait en T'as les- question la schizophrénie. on remettait en question, ouais. La schizophrénie et surtout le rétablissement, que c'est pas possible. En gros, t'es malade et tu le restes. Et c'est des choses qui est chronique et que tu vas pas pouvoir guérir. Alors que, heureusement, Sophie et moi, là, on est en rétablissement pour le meilleur. Et c'est pas su par tout le monde. Donc peut-être une difficulté à comprendre que oui, tu peux être schizophrène et en rétablissement. Ça peut faire partie de ta vie et toujours être ton quotidien, mais fonctionner dans le quotidien et réussir à avoir, comme tu dis, une vie de famille, un travail, aller en vacances, etc. C'est tout à fait ça. C'est bizarre, mais quand on a un rétablissement, j'ai l'impression d'être forcément une autre personne que ce que j'étais avant d'être malade. Mais tant que mes symptômes ou mes... Voilà, maintenant j'ai un diagnostic de schizo-affectif avec des fois de la peine à gérer mes émotions. Mais je suis une personne qui me connaît extrêmement bien. J'ai parlé de moi pendant 19 ans chez le psychologue ou le psychiatre. C'est quelque chose de... Enfin, je maîtrise le sujet. On peut dire schizophrène professionnel, on peut dire. Hein. Ouais. Je rigole. Non. Et justement, ce rétablissement, c'est un peu comme la situation de handicap. Des fois, on est dans une cuisine et puis on n'arrive pas à aller chercher un pot de confiture parce qu'il est trop haut, on est en situation de handicap. Là, des fois, c'est des symptômes qu'on connaît, qu'on sait qui peuvent peut-être arriver et on arrive à les détecter pour essayer de les éviter. Mais tant que ça n'entrave pas
ces habitudes de vie, eh ben, c'est pas considéré pour moi comme un handicap. Moi, je crois que la plus dure des stigmatisations, c'était à l'hôpital psychiatrique même, par les soignants, finalement. À l'hôpital psychiatrique ou aux urgences somatiques, parce qu'en France, quand on est en décompensation, enfin, moi, j'habite pas loin de Pontarlier, et du coup, on est accueillis d'abord dans les urgences où il y a tout le monde. Et ça a été là les stigmates les plus durs. Je pense que ça a été ici, quand j'étais vraiment en crise, que j'avais besoin de soins et d'aide, et où j'ai trouvé plutôt de la maltraitance et de l'incompétence, plutôt que de la maltraitance et de l'incompétence. Et sans doute de la stigmatisation. Ouais, genre, j'ai pas entendu, c'est la folle, mais vous savez, des fois, on n'entend pas, mais on comprend. Ouais, c'est encore une qui va nous emmerder. Enfin, voilà, clairement, ils sont pas formés pour accueillir des personnes qui sont en décompensation psychotique. Il y a rien qui est adapté, les locaux sont pas adaptés, enfin, il y a rien. Et surtout, il y a pas les personnes qui te posent les bonnes questions. On te demande des trucs qui ont rien à voir, genre qui est le président de la République et quel jour on est. C'est comme si quelqu'un qui est en feu devant vous et vous allez, non, vous allez déjà éteindre le feu, puis après vous lui poserez des questions. Ben voilà, mais pour éteindre le feu psychique, ce qu'on voit pas, il faut savoir poser les bonnes questions. Et je pense que ça, c'est peut-être le plus grand stigmate que j'ai eu en fait. Donc, par les professionnels eux-mêmes qui n'étaient pas assez bien formés à... Oui, voilà, c'est ça. Par les professionnels qui sont censés t'aider et qui finalement font presque double peine, quoi. Est-ce que ces moments comme ça que vous avez vécu, du coup, ça vous a peut-être empêché de pouvoir en parler? Ou est-ce qu'au contraire, vous, c'est quelque chose où vous dites, plus j'en parle de ce que je vis, de ce que je suis, plus on va me comprendre? Est-ce que c'est plutôt la peur ou est-ce que c'est plutôt vous avez envie d'en parler? Ben moi, j'ai eu la chance, je suis née avec une grande bouche, donc je suis née pour parler, je pense. Enfin, j'ai eu toujours ce sentiment-là et du coup, ben, dès que j'ai pu expliquer même à mon entourage, mes copines, mes amis, je faisais beaucoup de sport d'équipe, quand ça m'arrivait, j'allais dire, c'était pas ma première décompensation psychotique, mais quand j'ai eu, finalement mes 2e troubles psychotiques, enfin avec des décompensations très massives, je me suis retrouvée aux urgences, attachée, injectée de force et tout ça. Ben, je l'ai dit le lendemain, j'ai pu parler assez rapidement et j'ai expliqué à mes copines, enfin de rugby, enfin je faisais de ce sport-là. J'ai expliqué, bah voilà, écoute, je me suis retrouvée comme ça, j'ai rien compris à ce qui m'arrivait. Et le fait de pouvoir expliquer simplement avec des mots simples, euh, ça a permis de lever un peu les tabous. Et en fait, moi, je me suis jamais trop sentie stigmatisée par l'extérieur parce que finalement, je prenais un peu les devants, en fait. Enfin, je prenais les devants. Le fait d'en parler avec des mots simples, finalement, les gens me disaient: ah ben oui, moi, je connais quelqu'un qui a vécu ça, ou des choses un peu similaires, ou ah ben voilà, ah ben un tel, enfin, voilà, tu sais, moi, je sais pas comment faire avec lui. Et finalement, ça déridait la situation et puis ça a permis d'ouvrir des portes, quoi. Mais tout le monde n'a pas ce côté-là et ça, c'est pas, on n'est pas tous équipés de la même façon. Donc c'est aussi important de dire que oui, quand on dit oui, c'est la folle, j'en sais rien, comment parlent les gens quand je suis dans mon dos, je sais pas. Mais oui, c'est la sorcière, la folle ou je sais pas quoi, celle qui se trimballe très peu vêtue quand elle va pas bien. Voilà, c'est assez compliqué après à gérer, hein, quand on revient chez soi et puis qu'on se dit: «Oh là là, j'ai fait tout ça». Mais même mes voisins, la dernière fois, ça m'est arrivé en 2020, j'étais très mal et c'est mes voisins qui m'ont récupérée, j'allais dire ça comme ça, mais ils ont été, alors eux, pour le coup, ils ont été, super adaptés, super adéquats. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être, avec une autre personne et je leur ai dit: «Mais vous la voyez pas, il y a une autre personne avec moi, faut lui mettre une chaise, il a faim, il a soif», enfin voilà. C'était moi qui mangeais, mais voilà, c'était l'autre personne qui avait faim et soif, voilà, je leur disais et ils ont été super adéquats, super, et du coup, je me dis, en fait, le bon sens, c'est ça c'est faire preuve de bon sens. Il y a plus de formation à faire auprès des soignants, j'ai l'impression, qu'auprès de quelqu'un de lambda, finalement. Enfin, pour ma part, hein. Parce que peut-être qu'ils étaient plus à l'écoute justement de votre histoire à vous, sans vous réduire
à tout un cliché de vous arrivez aux urgences, vous êtes schizophrène, ça va être compliqué et que les personnes individuelles que vous avez pu rencontrer, on peut juste écouter toi. Mm. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment. En fait, ils m'ont accueilli. Bah, c'est Sophie, la voisine, qui va pas bien. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle a l'air toute pas bien. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je viens simplement poser la question. Mais qu'est-ce qui t'arrive, quoi? Et là, j'ai pu leur expliquer, en fait. Mhm. Et pour toi, c'était comment de... Est-ce que ça t'a empêché de parler, d'avoir toutes ces stigmatisations, ou est-ce que justement ça t'a poussé à en parler avec les autres? Moi, j'ai été tout de suite assez cash avec cette maladie en disant bonjour, et je tendais la main et je disais Jules schizophrène. Et les gens, la plupart du temps, étaient surpris. Pour ceux que je connaissais pas, forcément, première rencontre, soit ils posaient des questions sur la maladie, soit ils me posaient des questions sur moi, parce qu'ils connaissaient et puis ils savaient que c'était qu'une facette de ma personnalité, et puis que voilà, j'arrivais, que je me présentais finalement comme Jules. Ils avaient entendu le Jules, le schizophrène, ben voilà, ils savaient ce que c'était. Et d'autres, voilà, où on a pu commencer où en cassant la glace, on a réussi à développer une amitié, une relation qui était aussi différente, d'avoir pu transmettre aussi quelque chose. Et je pense que c'était assez valeureux de ma part et courageux. Et pour reprendre un peu ce que Sophie disait tout à l'heure par rapport, ça m'a fait penser à ses voisins qui l'ont aidé, donc son entourage. Je pense que c'est ça qui est super important. C'est que quand tu étais à la maison et que tu as eu une décompensation, les gens que tu connaissais, que tu côtoyais, c'était les voisins. C'était eux qui te voyaient, qui savaient que tu étais là, qui te voyaient sortir et qui t'ont aidé, qui t'ont permis justement d'accéder à des soins et puis justement à te rétablir. Voilà, ça peut être dans cette situation. Moi, c'était plus dans un foyer. J'étais dans un foyer où là, vraiment, c'était eux, ma famille, c'était mes copains, c'était d'autres personnes qui avaient d'autres pathologies. C'était schizophrénie, mais il y avait des schizoaffectifs, des gens qui souffraient de bipolarité. Et puis, je me souviens d'avoir eu vraiment ce soutien de ces infirmiers qui étaient là quasi journalièrement, tous les jours, et qui, même durant les décompensations, alors que je faisais une chasse au trésor en pleine rue de la Bourde à Lausanne, où je déplaçais pieds nus pour essayer d'aller chercher finalement un truc qui brillait dans le du jardin d'en face. Et puis justement, les voisins me disaient, il faut vraiment l'emmener par là avec la police, lui, il doit aller à l'hôpital psychiatrique. Et là, c'était les soignants qui ont été présents pour parler justement, qu'on désamorçait un peu la crise et qui ont permis une stabilisation de la situation. Donc là, c'est aussi bien de voir que ça a été la situation inverse pour toi, où c'est des personnes lambda qui ne connaissaient pas, qui ont pu peut-être juger, de dire ah bah tu dois aller en hôpital psychiatrique, et les soignants qui ont pu expliquer ce qui se passait, remettre un petit peu de cadre pour t'entourer toi et montrer que tu n'avais pas besoin d'aller en hôpital psychiatrique, tu pouvais être dans ce foyer. C'était un peu comme, à ce moment-là, une prolongation de ma famille, clairement. En parlant des clichés, on a envie de parler un peu des images qui sont données par les médias, qui sont quand même très prégnantes. Moi, j'avais envie de vous demander, est-ce qu'il y a des représentations dans des films ou dans des séries qui vous ont marqué, peut-être pour leur aspect très stigmatisant et nul, et peut-être aussi pour leur aspect bien et bien fait? Typiquement Split, le film cliché par défaut, qui pour moi est juste une horreur. Pour en tout cas la schizophrénie, ils disent que le personnage principal est schizophrène, alors que c'est pas du tout ça, et que ça donne une image complètement galvaudée de ce que c'est vraiment, alors qu'on parle plus là de dédoublement de la personnalité. Et peut-être des éléments, des films qui allaient mieux, je sais pas, on avait parlé de Beautiful Mind, enfin Un homme d'exception, avec l'histoire de John Nash. Il a souffert de schizophrénie et puis il a quand même eu le prix Nobel. Et puis c'est vrai que le film est assez... Je pense, comme on en avait discuté aussi beaucoup, on l'avait regardé au foyer, il se rapproche bien de la réalité. Moi, j'ai pas, oui, à part Un homme d'exception que j'ai vu, j'ai pas tellement de références. Je suis pas une très grande cinéphile et j'évite en fait un peu de regarder la télé pour diverses choses. Mais ce que je trouve qui est le plus difficile, c'est vraiment ce rôle des médias qui est tout à coup,
En fait, on n'en sait même rien s'il est schizophrène, mais il y a eu une agression, tout de suite il est schizophrène. Enfin, c'est souvent quand même associé la schizophrénie et l'agression de quelqu'un dans la rue, enfin, des trucs assez affreux, quoi. Et ça peut arriver quand même, des passages à l'acte dans des phases terriblement déconstruites ou dans des crises terriblement dures, mais ça reste des choses très exceptionnelles et c'est plutôt, quand on se trouve d'un trouble psychique, on est plutôt victime qu'agresseur en fait. Et ça, je pense que c'est quand même vraiment un cliché qui est terriblement dur. Et je pense que les médias ont une part de responsabilité à essayer de faire bouger ça et à essayer justement de déconstruire ça. Moi, ça me tend. Vraiment, ça me tend dans le sens où je me dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Tout à fait. Et souvent, ils disent il est schizophrène. Ok, déjà, peut-être qu'il est vraiment schizophrène. Déjà, pourquoi tu le dis? Mais des fois, ils utilisent le mot schizophrène pour dire folie ou violence. Donc, il n'y a même pas vraiment de personne là derrière. C'est juste un événement. C'est associé à la folie. Et c'est vrai que parfois, peut-être qu'on parle uniquement quand il se retrouve dans ce genre de situation de violence et que finalement, on n'en parle pas les autres fois. Et c'est là que parce que les médias veulent faire parler et que... C'est ce qui accroche l'oreille, quoi. En Suisse, ça va, hein. C'est vraiment en France où on entend vraiment des punchlines sur, ou vraiment des attaques sur le mot schizophrénie qui est accrocheur parce que, franchement, les gens connaissent pas vraiment ce que c'est, donc c'est facile de lui faire dire ce qu'on veut. Je souris parce que c'est un peu culturel. On aime la sensation en France, j'allais dire, et puis faire de l'éclat. Mais ce que je voulais dire, c'est que déjà, est-ce qu'on ose toujours se dévoiler sur ces problèmes de santé? C'est déjà un grand sujet. Et quand on se trouve d'un trouble psychique, est-ce qu'on ose le dire ou pas? Et ça, les lignes sont en train un peu de bouger. Mais ouais, si tu as un cancer, peut-être tu le dis. Si tu as un trouble psychique, je sais pas si tu oses le dire, quoi. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour dire qu'on ose, enfin, tu vois, on témoigne pour dire que oui, on peut le dire, on peut vivre avec, et qu'au contraire, plus on en parle, plus on fait bouger les choses, et plus on arrive à mieux vivre avec, en fait. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est mon expérience. C'est une maladie invasive aussi, c'est long, quoi. Il y a des tas de choses à dire. Je veux dire, tous les jours, on a des choses à partager qui sont riches et qui sont vraiment là pour créer du lien avec les gens qui sont autour de nous. C'est beaucoup moins concret qu'un concert où justement là, oui, tu sais plus ou moins quelles sont les étapes de rétablissement et comment ça fonctionne. Donc là, du coup, vu que les gens ne savent pas ce que c'est, ils s'intéressent quand même un peu plus à nous. Je vous parlais des médias et des films parce que je suis tombée sur un site qui s'appelle Schizowards où ils ont voulu parler un peu de ces médias et justement dans la catégorie des films où tout le monde pense que c'est ça la schizophrénie. Alors c'est pas du tout ça. Il y avait Split, il y avait Black Swan, il y avait Fight Club. Ils ont parlé aussi de certains films où ils ont essayé de parler de la schizophrénie mais ils se sont coupés. Par exemple Food Irene ou The Voices. Moi c'est des films que je connais pas mais ça m'a fait, voilà, je trouvais le classement intéressant et ils ont parlé effectivement d'un homme d'exception qui peut ouvrir la porte en tout cas sur qu'est-ce que peut vivre quelqu'un avec une schizophrénie. Il parle aussi du film Le Soliste ou Family Life, qui sont selon mieux faits. Mais c'est vrai que les médias, et puis peut-être aujourd'hui, où on a envie de faire des vues, voilà, on peut être très dur. Justement, tu parles un peu des médias là, et puis c'est vrai que moi, ça fait quand même déjà 19 ans que je suis tombé malade. Aujourd'hui, il y a quasi 2 générations qui sont passées. Et maintenant, on est vraiment dans un truc de folie médiatique où des jeunes de 18 ans qui tombent malades savent pas forcément où aller chercher de l'information. Je pense pas que ça soit plus facile malgré qu'il y ait plus de médias. Je pense même que c'est difficile parce qu'on peut pas se présenter sur les médias. Alors, on n'est pas présentable, on n'a pas envie de se présenter quand on a des symptômes et qu'on va pas bien. Et qu'on ne sait pas forcément, voilà, on n'a pas forcément le site Skizinfo ou bien se rétablir.net pour aller chercher de l'aide ou bien simplement avoir l'idée d'aller voir l'infirmière scolaire ou même que ses copains disent ok, là il y a quelque chose qui ne va pas, allons consulter ou allons voir quelqu'un, quoi. Et justement, est-ce que vous, il y a des choses qui vous ont aidé à mieux vivre avec tout ça, ou est-ce qu'il y a eu des ressources qui vous ont été utiles à vous dans votre parcours?
Bon, il y a plein de choses qui ont été utiles, hein, sinon on serait pas, moi je serais plus là du tout même, je pense. Mais je voulais juste dire quelque chose, que ce qui m'a aidée, c'est vraiment aussi de faire que la maladie soit qu'une partie de moi et pas tout moi. De la limiter, c'est-à-dire qu'elle n'envahisse pas tout, pas tous les aspects de ma vie, et qu'elle soit un aspect de ma personnalité, d'un petit bout de moi, mais qu'elle ne représente pas tout qui je suis. Et ça, je pense que c'était un grand pas, en fait, de se dire, comment je fais maintenant pour vivre avec. Et j'ai inventé plein de choses. Ça m'a obligée, on en discutait tout à l'heure avec Jules, et on en discutait que ça nous obligeait à être meilleurs, en fait, que ça nous obligeait à augmenter notre dose de créativité, de connaissance de nous-mêmes, même dans nos couples respectifs, de devoir faire avec l'autre. Et nous, on doit composer avec trois, quoi. Il y a l'autre, nous-mêmes et la maladie. Et la maladie, elle fait un petit peu partie de ça. Elle colore un peu la vie de temps en temps. Des fois, c'est sympa, des fois, c'est moins sympa. Mais elle n'est pas responsable de tout, quoi. Enfin, je veux dire, on peut pas tout lui mettre sur le dos non plus. Puis on peut pas non plus, comment on va faire. Enfin, moi j'ai inventé par exemple avec mon compagnon, on a inventé des espèces de protocoles où, si je vais moins bien, qu'est-ce que toi tu as besoin, qu'est-ce que moi j'ai besoin, à quoi on s'engage l'un et l'autre, par exemple. Et ça, c'est vraiment on s'est fait un espèce de fil d'Ariane, comme ça, on appelait ça comme ça pour que ça soit rigolo, mais pour vraiment pouvoir vivre le quotidien et surtout éviter les dérapages, quoi. Et surtout que cette maladie, elle soit pas le seul, exclusive, voilà. C'est pas le sujet, quoi. C'est pas, Oui. On parle pas tout le temps, on sait que c'est là. Voilà. En fait, on a développé des machines, une boîte à outils tellement performante avec tout le temps qu'on a aiguisé ces outils, qui font qu'en fait, on se connaît déjà extrêmement mieux que la plupart des personnes, et on se sent mieux parce qu'on sait exactement comment les émotions arrivent, comment elles se développent dans le corps, qu'est-ce qui nous rend fatigués, qu'est-ce qui nous rend stressés, ce qui sont en général pour moi des effets qui enclenchent les symptômes qui pourraient arriver. Et en fait, c'est juste un épanouissement. Puis aussi, quand même la chance d'être en Suisse et de pouvoir vivre décemment avec des aides de l'État. On est extrêmement chanceux parce que simplement, moi, je ne peux pas me permettre de travailler dans le premier secteur du travail. Ça serait trop de stress, trop de pression. Et en gros, ici, ça nous l'est permis. Et dans d'autres pays, pas. Donc, je suis reconnaissant aussi. Oui, c'est vrai. Ce que tu dis, c'est vraiment important. De dire que notre fragilité, elle est reconnue et on a la chance d'être au bénéfice d'une rente ou de quelque chose comme ça qui nous aide pour pouvoir avoir accès aux soins et accès à un revenu décent qui nous permet de vivre entièrement dans la société. Donc d'avoir pu être reconnu, mais aussi de reconnaître votre maladie, vous aider avec ça. Puis vous aussi, vous disiez donc que ce ne soit pas toute votre vie. Vous avez besoin d'aide pour ça, mais il y a d'autres choses qui font votre personnalité, votre vécu. Et c'est aussi ça qui est important. Ah oui. Tout à fait, ouais. Ce que vous recommanderiez un peu aux personnes, peut-être qui se questionnent, c'est d'en parler, d'aller chercher de l'aide parce qu'il y a des ressources maintenant qui sont bien construites. Et pour les personnes qui sont proches de ces gens-là, c'est de ne pas hésiter à être curieux, à vraiment être à l'écoute de ce qui se passe et pas être trop alarmiste. Mais c'est ça, c'est de ne pas paniquer, de juste dire que ça fait partie de la nature, c'est normal de tomber malade, c'est normal d'avoir une schizophrénie. On peut tous avoir des symptômes psychotiques. Et puis des fois, il faut prendre ça plus sérieusement et prendre le temps de soigner. Là, il y a 40% de la population qui ne répondent pas au traitement neuroleptique. Pour les autres 60%, c'est prendre vos traitements, faire de la psychoéducation, faire confiance aux autres, à soi, et trouver un peu cette force de pouvoir en parler. Oui, moi je dirais aussi que pour l'entourage, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment entourer de façon la plus bienveillante possible, avec beaucoup d'amour quelque part, parce que quand on remet de l'amour, de la douceur, ça va aider en fait, et de verbaliser aussi ses propres émotions.
Je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important de pouvoir remettre de l'humain, du contact humain. Parce qu'on a dans la particularité un peu ça va être qu'on peut se couper, en fait, se couper dans la communication, par exemple. Et enfin, en tout cas, pour moi, ça se passe un peu comme ça dans des moments très aigus. Et du coup, c'est de pouvoir remettre de l'humanité, du lien. Mhm. Et enfin, moi, je trouve que c'est ça le plus important, et d'aller chercher de l'aide, de ne pas rester seul. Et si la personne refuse les soins, parce que ça peut arriver, c'est de ne pas désespérer qu'un jour elle aura peut-être accès aux soins, et d'aller à son rythme, de respecter le rythme de la personne, parce que c'est elle qui vit les choses, et d'être là de façon un peu bienveillante, entourante, mais pas trop, et de se protéger aussi, de prendre soin de sa propre santé mentale. Ça aide les autres. Enfin, ça aide celui qui va pas bien, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Parce que souvent, dans l'entourage, quelquefois, il peut avoir le syndrome de celui qui veut sauver à tout prix et qui va se mettre en péril, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie un peu, de prendre soin de l'entourage, en fait. Et ça, je pense que ça peut malheureusement conduire à des situations terribles. Parce qu'on ne voit plus que la personne qui est malade, et puis on se dit, mais comment faire pour aider elle? Et on s'oublie soi. Donc c'est important de ne pas rester seul avec ça et de pouvoir prendre soin de soi-même Oui, pour mieux prendre soin de l'autre. exactement. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie de toute façon dans les soins. On oublie, enfin, c'est un peu, on oublie de prendre soin de soi en premier. Parce que si l'autre, il sent que vous êtes, quand on est trop attiré, enfin, bien sûr, quand il y a des symptômes alarmants, qu'il y a des choses très dures, des mises en danger et tout, là, il n'y a pas tellement d'autres solutions que des fois d'intervenir. Et des fois, ça peut se faire de façon un peu brutale. Enfin, brutale, c'est pas le mot, mais un peu contre la volonté des gens. Des fois, quand quelqu'un est vraiment dans une situation où il se met en danger, en péril, avec des automutilations, des choses comme ça, ça peut aller loin quand même. Mais oui, je pense que c'est de rester dans un contact d'humain à humain et jamais oublier ça. Je pense que c'est bien résumé de ce contact humain à humain, c'est ce qui est important et c'est ce qui est un peu ressorti, j'ai l'impression, durant tout ce podcast. Je ne sais pas s'il y a un autre message que vous aimeriez faire passer. Je sais pas, c'est toujours difficile de conclure. On aime beaucoup parler, Jules et moi. Ouais, les batailles. Voilà. Non, mais d'oser en parler, je pense que c'est vraiment d'oser verbaliser, de s'exprimer par le chant, la musique, enfin trouver son propre terrain d'expression. Demander de l'aide. Et demander de l'aide, de pas rester seul. Je pense Demander de l'aide et proposer l'aide, ça va un peu dans les deux sens. Ouais. Et puis pour les proches, pouvoir faire aussi partie de réseaux, je pense que c'est s'entourer aussi d'autres gens qui vivent ces choses-là. C'est ça, ça fait un peu partie du donner de l'aide, de s'informer. Oui, tout à fait. Mais voilà, je crois qu'on a parlé de pro-famille, on peut parler de plein de... Je pourrais mettre après en description, on vous dira tous les sites et les ressources qu'il y a pour le soutien. Oui, volontiers, on mettra tout ça en description, tout plein de ressources. En tout cas, merci beaucoup de votre participation. C'était vraiment très intéressant et touchant. Moi, je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir partagé. Merci à vous. Merci. Et à bientôt. Vladipa.